Figaro Live, il est 11h11, c'est la dernière information de cette affaire. Carlos Ghosn est révoqué par le conseil d'administration de Mitsubishi. Alors, question, Carlos Ghosn est-il victime d'une vengeance japonaise? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. En tout cas, côté japonais, on le voit encore ce matin, on a tourné la page. Et côté français, on peut se poser la question en lisant le tweet officiel de Renault en fin de semaine dernière et la déclaration de celui qui est chargé d'assurer l'intérim, Thierry Bolloré. J'exerce désormais la direction exécutive de l'entreprise et Philippe Lagayette, notre administrateur référent, en préside le conseil d'administration. Dans cette situation particulière, je veux que vous sachiez que notre groupe est parfaitement organisé pour assurer la continuité de l'entreprise. Je veillerai à garantir cette stabilité et à garder le cap sur nos missions, préserver les intérêts du groupe Renault et la pérennité de l'Alliance. Vous pouvez compter sur mon engagement total. Bonjour Emmanuel Egloff. Bonjour. Que vous êtes le spécialiste du secteur automobile au service entreprise du Figaro Économie. Que sait-on à l'heure actuelle de l'affaire Ghosn depuis son arrestation à son arrivée à l'aéroport de Tokyo lundi dernier? Alors, on sait qu'il est en garde à vue depuis lundi dernier, effectivement, au Japon. Il est accusé par Nissan, via son directeur général Hiroto Sekawa, d'avoir minimisé ses revenus déclarés aux autorités japonaises et d'avoir utilisé à des fins personnelles les actifs et les revenus de Nissan. C'est ça qui a déclenché son arrestation? Oui, absolument. Il y a eu un lanceur d'alerte. Ce que dit Hiroto Sekawa, c'est qu'il y a eu un lanceur d'alerte, qu'il y a eu une enquête interne menée par Nissan, qu'ils ont découvert ces malversations, que ça a été confié à la justice japonaise et que la justice japonaise a envoyé la police pour l'arrêter. Ça, c'est ce qu'on sait officiellement. Par contre, les accusations précises, les exemples, on ne le sait pas. On n'a pas accès au dossier d'information, ni le dossier monté par Nissan, ni ce que reproche exactement la justice japonaise. Oui, on ne sait pas sur quelle base, sur quelles preuves, sur quels éléments, sur quels documents Nissan se fonde pour étayer ces accusations. Pour l'instant, on n'y a pas accès. Renault a demandé, donc Carlos Ghosn est aussi PDG de Renault, donc Renault a demandé à Nissan d'avoir accès à ces informations pour pouvoir décider ce qu'il devait faire. Ils n'y ont pas eu accès. Le gouvernement français a demandé également. Ils n'ont pas eu accès non plus. Donc pour l'instant, on a des accusations, des fuites dans la presse japonaise, mais on n'a pas vraiment accès au dossier. Et pour l'instant, Carlos Ghosn, par la voix de son avocat, a nié en bloc toutes les accusations. Ça, c'est ce qui est ressorti de la presse, ce qui est ressorti dans la presse japonaise ces dernières heures. C'est ce que dit son avocat, c'est ça? Oui, absolument. Il nie en bloc. Et ceci dit, il faut quand même préciser qu'il y a quand même eu des conséquences à ces accusations. C'est-à-dire que Nissan a révoqué Carlos Ghosn de son poste de président. On va y revenir, justement. Une question, puisque au Japon, une garde à vue peut durer jusqu'à 23 jours. Est-ce qu'on craint que ça aille jusqu'à ces 23 jours? Donc il reste encore plus d'une dizaine de jours, si on suit cette logique. Et est-ce qu'on craint qu'elle dure même plus que ces 23 jours? Au Japon, ça peut durer 23 jours et ça peut être reconductible une fois, c'est-à-dire 23 jours supplémentaires. Ça fait 46 jours au total, juste pour la garde à vue. Pour l'instant, on n'a pas d'informations particulières sur la durée. Il n'est pas certain, cependant, que ça dure aussi longtemps. C'est-à-dire qu'a priori, de ce qu'on sait de la procédure japonaise, il n'est pas exclu que Carlos Ghosn puisse sortir dès vendredi. Ça va dépendre de ce qu'estime la justice japonaise. On se demande s'il passera Noël en prison ou bien ailleurs. Il y a un mot qui est ressorti, notamment Arnaud Montebourg la semaine dernière, qui parle de manœuvre. Est-ce que c'est complètement infondé, délirant, de parler d'une manœuvre visant à évincer Carlos Ghosn de Nissan? Alors, infondé, on ne sait pas. Délirant, ce n'est pas délirant de l'envisager.
Pourquoi ? Mais c'est sûr que, c'est-à-dire que déjà, on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, donc c'est possible après tout. Mais pourquoi ? Parce que lors de sa conférence de presse, Hiroto Sekawa a dit donc Carlos Ghosn a fait des malversations et c'est en raison de la gouvernance de Nissan qu'il faut modifier. Or, on ne voit pas très bien quel est le rapport entre les malversations de Carlos Ghosn et la gouvernance de Nissan. C'est-à-dire que le Carlos Ghosn était président de Nissan avant d'être président de Renault. Et en plus, il y a eu un autre homme qui a été mis en garde à vue, qui est un historique de Nissan. Ça fait plus de 30 ans qu'il est chez Nissan. Il n'y a aucun rapport avec Renault. Oui, absolument. Un mot peut-être de ce Greg Kelly. Qui est-il et pourquoi est-il en garde à vue ? Alors, c'est un administrateur de Nissan. Il est entré chez Nissan en 88, donc même avant que Renault prenne le contrôle. Sauve Nissan. Rentre dans le capital de Nissan, c'est 1999 ? Oui, absolument. Il a été directeur des ressources humaines de l'ensemble de Nissan et c'est un homme de confiance de Carlos Ghosn. Alors, à ce titre, Hiroto Sekawa l'accuse d'avoir participé aux manœuvres qui justifient aujourd'hui la garde à vue de Carlos Ghosn. Mais c'est vrai aussi que... Manœuvre présumée, donc de dissimulation, c'est ça, malversation. absolument. Mais c'est vrai aussi qu'il était censé être l'homme que Carlos Ghosn avait chargé de mettre au point, de finaliser le rapprochement définitif entre Renault et Nissan. Mais vous parlez de rapprochement définitif entre Renault et Nissan. Ce qu'on ne comprend pas, en tout cas quand on n'est pas au fait des questions d'économie tous les jours, quotidiennement, c'est que Renault et Nissan sont déjà proches. Ils sont effectivement très proches. On parle d'alliance Renault et Nissan. Mais aujourd'hui, les deux sociétés sont totalement séparées sur le plan juridique. Elles sont cotées en bourse d'une manière indépendante, avec des conseils d'administration séparés qui n'ont quasiment personne de commun, à part Carlos Ghosn. Et justement, la question que tout le monde se posait, c'était que se passe-t-il quand Carlos Ghosn n'est plus président de Renault, Nissan et d'ailleurs de Mitsubishi ? Quels moyens il faut mettre en œuvre pour que cette alliance soit indétricotable sur le long terme ? C'était la mission qu'avait confiée le gouvernement français à Carlos Ghosn quand il avait été renouvelé à son poste de PDG de Renault en mai dernier. Et c'était ce qu'était en train de faire Carlos Ghosn. Il avait prévu de présenter ses conclusions sur ces modifications en février prochain, donc on en était très proche. Et visiblement, la partie japonaise, notamment Hiroto Sekawa, n'était pas enthousiasmée par cette idée de rapprochement. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cette arrestation, elle intervient dans un contexte particulier, qui est un contexte de changement de gouvernance à la tête de l'alliance Renault-Nissan. À la fois, on prépare un changement de gouvernance, un changement de tête, un changement d'homme, et également un changement de structure de gouvernance. Absolument, c'était ce qui était prévu. Après, on ne savait pas exactement. Une gouvernance qui soit plus fusionnée. Oui. Plus fusionné. Absolument. Merci Emmanuel pour ces premières précisions. Je rappelle que les dernières informations et les derniers développements de cette affaire sont à lire dans l'édition papier du Figaro Économie aujourd'hui et bien sûr sur le Figaro Premium, un article que vous écrivez, que vous signez avec Bertil Bayard et qui va venir dans un instant. Carlos Ghosn est-il victime d'une vengeance japonaise ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Et pour l'instant, sur Twitter, vous êtes très partagés sur cette question. En tous les cas, elle a suscité de nombreux commentaires. On va les reprendre dans une deuxième partie. Vous êtes nombreux déjà à vous exprimer en direct. Vous continuez de le faire. On va répondre à vos questions. L'un des phénomènes de cette affaire, c'est le peu de compassion qu'a suscité le sort de Carlos Ghosn à l'annonce de son arrestation, aussi bien par exemple de la part de l'ancien ministre Dominique Bussereau, ou encore, on en parlait à l'instant, de son ancien bras droit chez Nissan, Hiroto Sekawa. On écoute. これですね、やはり長年にわたるゴーン統治のその負の側面と言わざるを得ません。 Moi, je connais peu Carlos Ghosn. Je l'ai reçu quelques fois lorsque j'étais en charge des transports au gouvernement. Je vous avoue que son caractère sympathique m'a échappé, mais j'ai bien vu que l'homme était un très grand patron avec une certaine forme, non pas d'arrogance, mais il y a un niveau de sûreté de soi qui devient parfois un peu déplaisant. Bonjour Bertil Bayard. Bonjour. C'est pas très sympathique ce qu'on peut entendre sur Carlos Ghosn de la part notamment d'anciens ministres.
Je rappelle que vous êtes éditorialiste au Figaro Économie, auteur d'une chronique hebdomadaire à retrouver chaque mercredi dans l'édition papier du Figaro et en premium sur figaro.fr. Est-ce que, je pose la question comme ça, un peu naïvement, mais est-ce que ce n'est pas dans cette aversion, dans cette peut-être parfois de haine, en tous les cas, dans ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, qu'il faut trouver peut-être la raison de cette garde à vue ? La raison, je ne pense pas. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, Carlos Ghosn n'est pas un personnage très apprécié, très aimé. Il y a plusieurs raisons à ça. Carlos Ghosn, c'est d'abord un patron hors norme. Des patrons de cette dimension-là, avec l'ensemble des fonctions qu'il occupe aujourd'hui dans le monde, c'est très, 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 très rare. Qu'est-ce qui fait la rareté, justement, de Carlos Ghosn ? Il est patron de 3 entreprises à la fois. Voilà, donc il est effectivement patron de Renault, il est effectivement 3 patron de groupes, Nissan, en fait, ouais. et désormais, il est aussi président de Mitsubishi, ou en tout cas, je décris la situation telle qu'elle existait juste avant son arrestation. 3 entreprises, ça veut dire que chaque mois, Carlos Ghosn fait le tour du monde, réellement, en s'arrêtant en plusieurs endroits différents de la planète. Voilà, donc ça, c'est quand même, cette accumulation de fonctions est rarissime. Elle peut susciter des jalousies. Oui. Alors, soyons clairs, ce qui suscite le plus de jalousie, c'est le sujet de sa rémunération. Ça, c'est vraiment le sujet qui a toujours été attaché à Carlos Ghosn, puisqu'il cumule des salaires importants à la fois chez Renault et chez Nissan, en tout une quinzaine de millions d'euros par an. Clairement, ça en fait un sujet de crispation tout à fait particulier, à la fois en France et au Japon. Cela dit, la rémunération, il faut le nuancer, ce n'est pas le patron le plus payé du monde, y compris dans le monde de l'automobile. Les patrons de General Motors aux États-Unis, etc., gagnent beaucoup plus. Alors que cette alliance est quand même la première en production d'automobiles dans le monde. Alors depuis peu, sur certains critères, c'est effectivement le numéro 1 mondial. On ne va pas chipoter entre General Motors, l'alliance Renault-Nissan, le groupe Volkswagen et Toyota. Là, on a 4 groupes qui se tiennent un petit peu tous à peu près au même niveau. Mais au dernier pointage, c'est quand même l'alliance Renault-Nissan qui était la première. Nissan, et c'était une grande victoire pour Carlos Ghosn, toute récente, pouvait se prévaloir du rang de numéro 1 mondial. Je reviens juste sur un point sur la rémunération. Ça crispe parce que ce n'est pas forcément l'habitude qu'on a en France et au Japon de voir ces niveaux-là. Et ça crispe aussi parce que, clairement, Carlos Ghosn n'avait aucune fausse pudeur vis-à-vis de ça. Et donc, il ne rentrait pas forcément dans le moule. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet. En particulier dans le moule français. En particulier dans le moule français. Donc ça, c'est un premier sujet de crispation. Le second, c'est que parce qu'il avait ce statut tout à fait hors norme et qu'il en profitait et qu'il ne s'en cachait pas, il ne s'est pas fait que des amis, y compris dans les milieux patronaux français, on va dire. Carlos Ghosn, il était plus Davos que Medef. Et donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le microcosme français était très solidaire. Est extrêmement solidaire de Carlos Ghosn. Et peut-être l'a-t-il un peu cherché. Vous parlez d'une double faute de la part de Carlos Ghosn et d'Emmanuel Macron. On paye, expliquez-vous, un combat de coq qui remonte à 2015. Alors, il faut revenir à 2015 parce qu'à l'époque, souvenez-vous, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Carlos Ghosn est déjà ce PDG tout-puissant de Renault et de Nissan. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Emmanuel Macron représente l'État actionnaire de Renault avec 15% du capital. L'État actionnaire, ça fait longtemps que Carlos Ghosn se dit qu'il n'en a pas forcément besoin. C'est une litote. Emmanuel Macron, il est un jeune ministre de l'économie. Il a en face de lui un patron qui est un patron, vous avez montré les propos de Dominique Bussereau, qui a toujours eu des relations un petit peu difficiles avec les ministres successifs. Et donc, pour un ministre comme Emmanuel Macron à l'époque, engager un bras de fer avec Carlos Ghosn et éventuellement le gagner, ce serait une victoire politique considérable. Ça, c'est le décor. À l'époque, Emmanuel Macron, il pose des bonnes questions. Il pose la question 1 de la concentration excessive du pouvoir entre les mains de Carlos Ghosn, et il pose 2 surtout la question de l'avenir de l'Alliance au-delà de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, aujourd'hui, il a 64 ans, donc il en avait 62 à l'époque. Un accident n'est jamais exclu. D'ailleurs, la preuve, ça, c'est pas exactement un accident, mais ça nous prouve bien qu'il faut se parer à ce genre de situation. Oui, c'est vrai. Donc, que se passe-t-il pour l'Alliance sans Carlos Ghosn ? Pardon, je me permets de vous couper. Et c'était pas complètement infondé de se poser cette question à l'époque où il y avait eu la mort accidentelle de Christophe de Margerie, le patron de Oui, c'était Total. un exemple qui montrait bien que voilà, il faut prévoir ces cas de succession brutale, et il faut aussi prévoir les successions dans le temps des dirigeants d'entreprises de cette taille. Et en particulier dans le cas de l'Alliance Renault-Nissan. Donc, comme l'a expliqué Emmanuel, les structures sont un petit peu baroques et tenaient essentiellement à la personnalité de Carlos Ghosn. Voilà, donc ça, à nouveau, c'était les questions qui étaient posées en 2015. Le dossier est parti un petit peu dans tous les sens. Chacun a cherché son propre intérêt qui était au-delà peut-être de la construction de l'alliance Renault-Nissan, l'intérêt politique d'Emmanuel Macron, la réaction en regard de Carlos Ghosn. Résultat, Emmanuel Macron a voulu imposer des droits de vote doubles chez Renault.
une façon pour l'État actionnaire de conforter son pouvoir chez Renault, mais au passage, il y a perdu peut-être un peu de pouvoir qu'avait Renault chez Nissan. Alors, parce que Nissan s'inquiétait de cette intrusion de l'État français dans Renault et donc dans Nissan. Alors, je vous arrête sur ce point-là pour qu'on comprenne bien. L'État français détient 15% de Renault. Oui. Ce que demande, arrêtez-moi si je me trompe, ce que demande Emmanuel Macron à l'époque, c'est que l'État qui a 15% du capital de Renault ait 30% des votes. En gros, oui. Ça ne nous donne pas tout à fait 30%, mais pour simplifier, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'avec des droits de vote doubles, l'État contrôle presque l'Assemblée générale des actionnaires. Presque. C'est-à-dire l'État est en capacité de faire obstacle à certaines résolutions, et notamment sur la rémunération du patron. Et donc on a cette influence cruciale à l'Assemblée générale des actionnaires. Donc c'est une vraie... comment dire, on n'est pas tout à fait à la prise de contrôle de l'État sur Renault, mais on n'est pas très loin. Pourquoi ça affaiblit le rôle de Renault dans Nissan? C'est-à-dire que quand l'État dit « moi je veux reprendre le contrôle de Renault », pour simplifier les choses, Nissan dit « attendez, Renault c'est mon actionnaire de référence parce qu'il a 43% de mon capital, moi je suis un groupe japonais, je n'ai pas envie que l'État français, la puissance publique française, soit mon actionnaire de référence par transparence de cette situation ». À l'époque, Emmanuel Macron se dit, quand Nissan dit ça, on se moque un peu de moi, c'est pas Nissan qui le dit, Nissan est totalement aligné derrière Carlos Ghosn, et donc Carlos Ghosn se sert de Nissan pour faire obstacle à ma politique. Je le refuse. On se rend compte aujourd'hui que c'était un petit peu plus compliqué que ça, et qu'effectivement Nissan a sa particularité, a sa culture, que la culture japonaise, elle a aussi une fierté qui est considérable, que Nissan est un symbole, et que derrière cet épisode de 2015 se sont créées des fractures supplémentaires au sein de l'Alliance peut-être, et au moins un accroc dans la confiance que pouvaient se porter les deux groupes. Il y a, d'après ce que vous dites, quelque chose qui est du ressort quand même on va dire des fiertés nationales dans cette affaire. Bien sûr. L'automobile, c'est un secteur qui a une portée symbolique qui est extrêmement forte. Renault, c'est l'ancienne régie Renault pour nous. Évidemment, c'est du patrimoine national quasiment. Et au Japon, le groupe Nissan est évidemment aussi un actif industriel très précieux. Et le gouvernement japonais a au moins autant d'attention que le gouvernement français vis-à-vis de Nissan que nous en avons vis-à-vis de Renault. Est-ce que la situation pourrait conduire à la prise de contrôle de l'alliance Renault-Nissan par un Japonais, comme par exemple Hirohito Saikawa, l'actuel patron de Nissan? Le sujet n'est peut-être pas tant la prise de contrôle par un homme qui serait Hirohito Saikawa, et on verra dans les semaines qui viennent ce que devient Hirohito Saikawa, parce que ce qui s'est passé au Japon en début de semaine peut être une situation un petit peu compliquée aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la responsabilité de Carlos Ghosn est aujourd'hui en cause, peut-être que la responsabilité de l'entreprise Nissan le sera ensuite, et dans ce cas-là, Hirohito Saikawa pourrait être dans une situation compliquée. Ce que vous êtes en train de sous-entendre, ma chère Verty, c'est que peut-être qu'en ayant voulu renverser Carlos Ghosn en disant « il a triché », la justice japonaise reproche à cet homme qu'on est en train de voir, vous deviez le savoir, ou vous ne l'aviez pas su, c'est aussi grave, c'est ça? Oui, indépendamment d'une volonté de coup d'État, etc., supposons même qu'on ne soit que dans un truc très simple d'un dossier aujourd'hui qui existerait contre Carlos Ghosn, ce qu'il y a dans le dossier tel qu'on nous le décrit implique vraisemblablement une responsabilité de l'entreprise Nissan. Et Hirohito Saikawa, il est directeur général de cette entreprise. Donc forcément, à un moment ou à un autre, sa responsabilité, celle de l'ensemble du board de Nissan, peut être mise en cause. C'est pas, voilà, je le dis à titre d'hypothèse, mais il y aurait une forme de logique à ça. Pourquoi une rupture de l'alliance entre Renault, qui détient donc 43% de Nissan, et du groupe japonais, qui lui détient 15% de Renault, serait une catastrophe? Ce serait très difficile parce que, on le disait tout à l'heure, l'alliance est hissée au premier rang mondial. Dans le contexte actuel de l'automobile. Oui, mais ça en soi, on peut être petit et on peut vivre petit et heureux, je suis bien placé pour le savoir. Mais la taille aujourd'hui, c'est la capacité d'investissement. Et la capacité d'investissement dans le monde automobile actuel, avec les investissements qu'il y a à consentir dans le domaine de la voiture autonome, du numérique, de l'électrification des motorisations, c'est absolument crucial. Et là, il faut avoir une force de frappe qu'aujourd'hui seule l'Alliance peut apporter à Renault surtout, mais aussi à Nissan Mitsubishi. Pour relever de part et d'autre le défi de l'innovation. Pourquoi vous écrivez-vous que l'appui de l'État est un atout aujourd'hui pour Renault? Dans les conditions, après avoir décrit que ça a été un problème.
C'est un problème dans les modalités, c'est un problème dans les modalités d'exercice, le cas échéant, de l'État actionnaire. Après, il ne faut pas confondre l'État puissance publique. Aujourd'hui, je l'ai dit, pour Renault, pour l'État français vis-à-vis de Renault, pour l'État japonais vis-à-vis de Nissan, on est là face à deux entreprises, sinon stratégiques, du moins déterminantes. Et donc, il faut qu'il y ait un rapport de force qui s'installe. À l'instant, Renault est affaibli par ce qui arrive à Carlos Ghosn face à Nissan, qui oppose aujourd'hui un front beaucoup plus uni. Dans ce rapport de force-là, que l'État français s'impose directement en disant « Attention, pas touche, je veux être autour de... Enfin, je ne serai en aucun cas indifférent au sort qui sera celui de l'entreprise Renault dans la négociation qui s'engage », c'est évidemment nécessaire. Merci beaucoup Bertie pour ces premières précisions. Il y a eu pas mal de commentaires à cet article que vous avez signé, cette chronique que vous avez signée. On va y revenir, hein, notamment justement sur le rôle de l'État dans ces alliances que fait Renault, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a celle avec Nissan, il y en avait une autre avec Volvo auparavant, puis il y a plein de questions qui ont été posées. On va y répondre dans une deuxième partie. La double faute de Ghosn et Macron, en attendant, c'est votre chronique à retrouver dans le Figaro Premium. Et on le sait, on l'a vu, côté japonais, donc les réactions qu'a pu susciter Carlos Ghosn sont intéressantes à écouter, parce qu'il y a celle du patron de Nissan, il y a celle de la presse japonaise, mais il y a ceux qui sont dans la rue et que l'AFP a interrogé. Je vous propose d'écouter certaines de ces réactions. これまでその日産に対してすごくその利益をいっぱい出してるから、このもらってる金額とかそういうのに対してはあんまり違和感がなくて、たくさん当然もらっていいもんかなっていうふうに思ってます。今回のカルロス・ゴーンさんがしてきたことっていうのはやっぱりかつてその人が言っていたことと反することだと思いますし、やはり企業として許されることではないと思いますね。カリスマ性の高い経営者の方だったのかなっていうふうに思いますね。こう日本人にはない能力とかスキルがあったのかなって思います。会長に戻らないとしても、こう今までやってきたノウハウの蓄積とかも多分あると思うので、そういう面ではなんか1回のことだけでこうゼロになってしまうのは違うのかなと思います。Voilà, extrait compilé et monté par Lorraine Triard. Bonjour Bruno Gollnisch. Alors, apparemment, il y a un problème sur la ligne. Bruno Gollnisch, qui était candidat à la tête de Renault, ça, c'était un coup médiatique. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'il était professeur d'université, spécialiste en droit et en civilisation japonaise. Je voulais reprendre une question qui était posée par, justement, donc, une internaute tout à l'heure, Bertie, on en parlait. L'État a toujours eu un rôle néfaste chez Renault, dit cet internaute, là avec Nissan avant, lors de l'alliance avec Volvo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, sur la première partie du jugement, qui est de dire que l'État a toujours eu un rôle néfaste, c'est peut-être un petit peu excessif, en tout cas dans sa généralisation. Cela dit, c'est vrai que l'épisode Volvo de la tentative de mariage entre Renault et Volvo, je ne me souviens plus en quelle année exactement c'était. À la fin des années 80. Voilà. C'est vrai que c'est un souvenir qui a beaucoup marqué l'entreprise comme étant le moment où l'État actionnaire aurait, aux yeux de l'entreprise Renault, fait d'abord passer l'intérêt politique avant l'arbitrage industriel qui avait été pris par Renault de se marier avec Volvo. On a retrouvé Bruno Gollnisch au téléphone. C'est l'une des infos les plus inattendues de la semaine. C'était une info Figaro. Vous imaginez batailler pour la tête de liste du Rassemblement national pour les européennes. En réalité, votre ambition a l'air plus grande. Vous êtes carrément candidat à la succession de Carlos Ghosn. Ah, je ne sais pas quel est le plus grand, le président du Parlement européen ou de Renault. Mais il est certain que c'est une alternative. C'est ou l'un ou l'autre. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Oui, ben écoutez, je suis moi-même un petit actionnaire de Renault. J'ai cru devoir investir dans mon plan d'épargne en actions, qui est bien modeste, acheter il y a quelques années 50 actions Renault que j'ai payé à peu près 3 000 € et qui en valent aujourd'hui à peu près 1 800. C'est-à-dire que non seulement le cours de l'action a baissé, les dividendes ont été pratiquement inexistants, ça n'est pas très grave.
Il y a des gens qui sont plus malheureux que moi. Mais quand j'ai vu cette affaire, depuis longtemps d'ailleurs, je me disais, mais j'irai peut-être un jour à l'Assemblée générale dire à M. Ghosn, sans jalousie excessive et en reconnaissant certains de ses talents indéniables, mais qu'il serait quand même décent, moral, que le cost killer qu'il est aligne en quelque sorte sa rémunération sur celle des salariés, d'une part, de la base, et celle des actionnaires. Voilà, on a compris, Bruno Gollnisch, ce message. Enfin, on a vu tout à l'heure que Carlos Ghosn, quand même, est celui qui a réussi à hisser cette alliance au rang de numéro 1 mondial. On a vu que votre candidature était un coup. On apprend donc que vous êtes petit actionnaire de Renault. Ce qu'on sait, moi, c'est que vous êtes professeur d'université, ancien doyen de Lyon 3. Vous avez enseigné le droit, la langue et la civilisation japonaise et vous êtes marié à une japonaise. Oui, je reviens, Bruno Gollnisch, je pose juste cette question, qui est la question qui est soulevée notamment la semaine dernière par Arnaud de Montebourg. Est-ce que vous croyez à une manœuvre visant à déstabiliser la France, l'économie française, à travers le cas de Carlos Ghosn? Déstabiliser la France, je ne crois pas. Qu'il y ait une réaction de cadres et de cadres haut placés de Nissan, c'est en tout cas évident en ce qui concerne le cas de M. Saikawa. J'ai entendu, vous faites allusion à M. Montebourg, j'ai entendu son débat interviewé par votre confrère Yves Calvi. Ils étaient tous les deux d'avis qu'il n'y avait pas de représentant de Nissan au conseil d'administration, c'est inexact. Il y a 2 représentants de Nissan au conseil d'administration qui ont un poids considérable. Alors, je ne sais pas, peut-être ne le sont-ils plus. Peut-être mes informations sont... Bruno Gollnisch, la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a une manœuvre visant à déstabiliser Renault, visant à déstabiliser la France à travers le cas de Carlos Ghosn? Je n'ai pas d'informations, je ne peux pas vous dire. Je poursuis. Ces 2 représentants sont l'un précisément M. Saikawa. C'est-à-dire que M. Saikawa est au conseil d'administration Renault. Et l'autre est une personne que je connais très bien, qui est Mme Yuriko Koike, qui a été ministre de la Défense, qui a été parlementaire et gouverneur de Tokyo. Je la connais très bien. J'aurai l'occasion, lors de mon prochain déplacement au Japon, de lui demander, bien sûr, son analyse de la situation. Ce que je crois, c'est qu'il y a dû y avoir une réaction. Alors, ça peut être une réaction intéressée de certains hauts dirigeants qui ne supportent plus la tutelle de M. Ghosn. Peut-être de façon plus générale, sur le plan culturel, on a méconnu le fait que le premier temps d'admiration passé, la gestion de M. Ghosn était assez contraire aux traditions culturelles du Japon. Dans l'entreprise japonaise, le but n'est pas la maximisation du profit. Le but est le maintien du plein emploi. Et le cost killer, qui peut être perçu dans un premier temps comme un sauveur, dans un deuxième temps peut être perçu comme quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui méprise le salariat, les sous-traitants qui sont très importants, en particulier au Japon, et qui étaient très importants chez Nissan. Et tout ceci peut conduire à une incompréhension culturelle, naturellement. Bruno Gollnisch, ce sera ma dernière question. Un Français est donc aujourd'hui en détention au Japon. Est-ce que vous êtes solidaire de son sort? Je suis en faveur de la présomption d'innocence. Je trouve même que la durée de garde à vue autorisée en l'espèce par le droit japonais est excessive. Mais je dois dire que la critique que je formulais, pas seulement par rapport à M. Ghosn, je trouve qu'un certain nombre de dirigeants de sociétés du CAC 40 qui n'ont pas créé ces entreprises au départ, qui les ont gérées avec plus ou moins de bonheur, on dit M. Ghosn a sans doute été déterminant dans le sauvetage de Nissan, mais ce n'est pas le cas de tous. Aujourd'hui, quand même, passent les bornes. Et qu'il y a un certain cynisme aujourd'hui dans un capitalisme, dans une économie de marché. Donc j'ai toujours été partisan, mais qui doivent quand même être raisonnablement limités. Et à cet égard, il faut bien reconnaître que le MEDEF ne fait rien.
Merci Bruno Gollnisch pour bien cette contribution. Et je reviens sur ce que justement venait de dire donc, Bruno Gollnisch. On a compris que c'était un coup visant à faire parler de lui. La question qui est posée justement sur Carlos Ghosn, à la fois entre cost-killer d'un côté et la question du plein emploi. Est-ce que c'est ce qu'on perçoit également chez nous et quelle est l'attitude d'ailleurs des syndicats à l'égard de Carlos Ghosn? Alors, il y a eu une évolution au cours du temps. C'est-à-dire que dans les premières années de la présidence de Carlos Ghosn, à partir de 2005, quand il a pris la présidence de Renault, il y avait une vision un peu négative, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il privilégiait plutôt Nissan par rapport à Renault, qui était dans une situation plus difficile. Moins dynamique, moins de marge. Ces dernières années, il y a eu une nette amélioration de la situation de Renault. La marge opérationnelle du constructeur n'a jamais été aussi élevée. Pour y parvenir, le constructeur a effectivement réduit ses effectifs en France. Donc la réputation de cost killer, elle est là, sauf que c'est une nécessité absolue dans l'industrie automobile mondiale qui est extrêmement compétitive pour pouvoir exister, pour pouvoir durer, d'améliorer ses résultats. Et d'ailleurs, les syndicats de Renault, la majorité des syndicats de Renault ont signé des accords de compétitivité, plusieurs, où ils étaient d'accord pour avoir plus de flexibilité, de la modération salariale, ce qui montre qu'il y avait quand même une certaine forme d'appréciation de ce que faisait Carlos Ghosn. Une info d'ailleurs, c'est que le cours de l'action actuellement remonte plus de 85% au dernier pointage. C'est un petit peu moins qu'au début de cette émission, c'était plus 3,21%. D'ailleurs, le cours en bourse peut remonter, Bertie, où il y a des fortes tribulations qui sont craintes. Il va y avoir un petit peu de turbulence dans les jours et les semaines à venir, étant donné l'incertitude qu'on a. Globalement, le cours de bourse de Renault, il a fait une très belle progression jusqu'au printemps dernier, où là on avait un plus haut historique pour l'action Renault. Et ensuite on a eu, Emmanuel l'a abondamment décrit, un petit accès de faiblesse de l'industrie automobile européenne qui a conduit le cours à rebaisser. Et puis là on a une situation tout à fait spécifique dont l'impact en bourse peut être très variable entre les difficultés liées au problème de gouvernance de Carlos Ghosn et les perspectives de renforcement de l'alliance et éventuellement de fusion avec Nissan qui là sont plutôt jugées favorablement par les marchés financiers. Je voudrais qu'on écoute Jean-Marie Bouissou, qui est spécialiste du Japon contemporain, qui est directeur de recherche au CERI. Vous êtes au Japon, merci d'être en direct avec nous. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je vous entends. Et nous aussi, c'est parfait. Je voulais vous poser cette question qui nous était posée par un internaute concernant Carlos Ghosn, qui nous dit « Il est fort possible que Carlos Ghosn dise la stricte vérité et n'avoir en effet jamais eu l'intention de dissimuler des revenus, car il faut savoir que les cadeaux au Japon y occupent une place très importante. » Alors là, il ne faut pas exagérer, parce que certes, il est de coutume d'échanger des cadeaux, mais de là à considérer comme des cadeaux quelconques, c'est-à-dire à qui les aurait-ils fait les sommes qu'on reproche aux secondes d'avoir dissimulées, je crois que l'argument ne tient pas la route. Jean-Marie Bouissou, est-ce qu'on a été aussi surpris qu'en France quand on a appris à Tokyo l'arrestation de Carlos Ghosn? Oui, on a été surpris parce que le coup a été monté avec la plus grande discrétion. Et donc, les médias ont été surpris. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'unanimité des médias. Personne ici ne songe, comme le faisait Bruno Gollnisch il y a un petit moment, à s'indigner des conditions qui sont faites à Carlos Ghosn. C'est celle de tout garder à vue au Japon. Ce n'est pas l'objet d'un quelconque traitement spécial. À cet égard, on peut d'ailleurs évoquer ce qui est arrivé à Madame Julie Trump, qui a été nommée en 2015 au conseil d'administration de Toyota. 3 semaines après avoir pris ses fonctions, elle a été accusée d'avoir reçu par la poste un opioïde, un médicament analgésique, qui au Japon n'était disponible que sur ordonnance. Elle a été mise en examen, enfin mise en garde à vue, pardon. Elle a craqué au 12e jour, elle a fini par avouer ce qu'on voulait lui faire avouer, c'est-à-dire que c'était du trafic de stupéfiants.
parce qu'au bout de 12 jours de ce traitement, où on peut être interrogé 12 heures par jour, c'est très difficile de ne pas dire aux enquêteurs ce qu'ils ont vu dans le temps. Donc, le cas de M. Ghosn, d'un point de vue légal japonais, on est au Japon, n'a rien qui puisse indigner quiconque ici. Et les journaux télévisés n'ont pas fait beaucoup de cadeaux à M. Ghosn non plus. À quoi vous l'attribuez justement? À quoi attribuez-vous cette attitude des médias japonais? Est-ce que, par exemple, Carlos Ghosn a ignoré, méprisé des codes culturels japonais? Oui, là aussi, c'est ce que disait tout à l'heure Bruno Gollnisch. Oui, il n'a pas géré Nissan comme on gère normalement au Japon. Tant que ça produisait des résultats, c'était bien, mais une fois que le résultat a été atteint, Nissan s'est retrouvé dans la situation où il était possédé, on peut dire, à 43% par Renault, et Nissan n'ayant que 15% des actions de Renault et sans droit de vote. Les Japonais ont eu l'impression qu'ils avaient fait un très mauvais marché. Et c'est essentiellement ça qu'aujourd'hui ils veulent corriger. Merci Jean-Marie Huissu de ces précisions. Vous restez avec nous. On est encore quelques minutes encore ensemble. Bertie, une question de Rose sur les réseaux sociaux. Pourquoi l'État français ne demande-t-il pas le retour de Carlos Ghosn, l'expatriation de Carlos Ghosn? J'avoue que je ne vais pas répondre précisément dans le sens où je n'ai pas en tête l'exact état de la législation japonaise et des conventions qui existent entre la France et le Japon en matière judiciaire. Mais là, ce qui vient d'être dit est intéressant au sens où, effectivement, il n'y a pas un traitement tout à fait particulier pour Carlos Ghosn qui est fait par la justice japonaise. On est aujourd'hui, parce qu'on a connaissance du cas de Carlos Ghosn, en train de découvrir ce qu'est la procédure de justice japonaise. Effectivement, c'est un peu, au regard de nos habitudes, c'est assez violent et assez brutal. Nous, on a un maximum de 96 heures de garde à vue dans les cas antiterroristes. Voilà, là, on nous parle de garde à vue de 23 jours renouvelables. Effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre la façon dont fonctionne ce système qui aboutit à un taux de condamnation de 99%. Le Japon peut-il et veut-il prendre la totalité de Renault et Nissan? A priori, non, ça ne les intéresse pas. Ils veulent rester maîtres chez eux, c'est-à-dire avoir grosso modo un droit de veto sur toute décision. Mais la collaboration avec Renault, elle doit être à peu près simple et il n'y a pas de volonté de prendre le contrôle de Renault. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Jean-Réal Bissou, côté japonais, on est sûr qu'il n'y a pas du tout d'ambition de prendre le contrôle de l'Alliance? Non, personne n'a évoqué cette possibilité. Dans les médias, on ne dit jamais une chose pareille. De toute façon, 44 000 € par jour, nous dit Éminent sur le chat du Figaro, c'est voler les clients et les employés. C'est le signe qu'en tous les cas, la rémunération de Carlos Ghosn est un sujet qui est potentiellement très sensible. La sienne et d'autres. Voilà, c'est peut-être celui qui en était le plus gros symbole, mais on le voit régulièrement. C'est des polémiques dont on a l'habitude en France et pas seulement en France, mais voilà, qui ne seront jamais totalement closes. Une dernière question pour vous, peut-être Jean-Marie Bissou. Il est évident, nous dit un internaute, que c'est une cabale contre Ghosn de la part des dirigeants de Nissan. Cela n'a rien à voir avec Renault et la France. La question que je voulais vous poser dans la lignée, c'est est-ce qu'il y a une reprise aujourd'hui de l'économie japonaise par justement les Japonais? Une reprise, vous voulez dire? Est-ce qu'on cherche à évincer justement les groupes étrangers, par exemple, dans la détention des capitaux? Pas particulièrement. On leur a jamais fait beaucoup de place, mais je ne sens ni médiatiquement ni politiquement cette volonté à l'œuvre. Une toute dernière remarque. Monsieur Ghosn n'était pas préparé à cette plus haute fonction, pas plus lui qu'un autre. Il aurait dû se contenter de conseiller honoraire auprès de la présidence japonaise. La présidence, alors il faut préciser à cet internaute qu'il n'y a pas de présidence au Japon, que c'est un empereur, et déclarer son domicile et vivre à Paris. On a quand même vu que Carlos Ghosn a réussi quand même cette alliance. Il a réussi cette aventure. Il a sauvé Nissan d'abord. C'est-à-dire que quand il est arrivé à la tête de Nissan en 1999, Nissan était à la limite de la cessation de paiement et il a redressé Nissan en très peu de temps. Ça, c'était absolument remarquable. La suite des événements?
D'abord, il va falloir savoir ce que va décider la justice japonaise. Aujourd'hui, Carlos Ghosn n'est pas inculpé, donc il va falloir prendre une décision. De cette décision va découler ce qui va se passer chez Renault. Aujourd'hui, la gouvernance de Renault, elle n'est que temporaire, donc il va falloir s'adapter à cette décision-là. À plus court terme, il va falloir que l'Alliance fonctionne. Il y a un conseil d'administration de l'Alliance qui va se tenir cette semaine à Amsterdam, où les nouveaux dirigeants de Renault et Nissan devraient se rencontrer. On verra comment ça va se passer. Et on verra quelle sera l'ambiance. Merci beaucoup. Je rappelle alors vos publications. La double faute de la part de Carlos Ghosn et d'Emmanuel Macron, c'est votre chronique à retrouver sur le Figaro Premium, Bertie. Les dernières infos, les derniers développements sont à retrouver sur le Figaro.fr et dans l'édition papier du Figaro, où vous retrouverez l'article signé de Bertie Bayart et de Emmanuel Egloff qui nous ont fait l'amitié d'être présents ce matin. Et puis, quand les sumo apprennent à danser, la fin du modèle japonais, c'est votre livre, Jean-Marie Buissou. Merci d'avoir été en direct depuis Tokyo avec nous. Et on signale également vos deux autres ouvrages, Le Japon contemporain et Manga, l'histoire et univers de la bande dessinée japonaise. L'info continue sur Figaro Live. Alors aujourd'hui, le rendez-vous est à 12h10 pour le TOG, exceptionnellement. L'invité est Hugues Rançon. Et ce soir, la ministre Jacqueline Gourault sera l'invitée d'audition publique. Ce sera après la Champions League qui revient sur le mauvais week-end des Français, 13h30. Et puis, le point de vue présenté par Guillaume Roquette. À très vite sur Figaro Live.